comportement global, c'est-à-dire comment des appareils qu'on appelle des dipôles se comportent dans un circuit électrique lorsqu'ils sont parcourus par un courant électrique. Donc de là, nous avons donné ce qu'on appelle les dipôles actifs et les dipôles passifs. Les dipôles actifs, ce sont des dipôles. Quelle est cette définition? Ça, tu ne vas pas le trouver sur le cours de cette année, mais vous l'avez déjà étudié l'année dernière. C'est tout appareil qui présente une tension entre ses bornes lorsqu'il est hors de circuit. Si je prends cette pile, elle n'est pas dans un circuit, à l'aide d'un voltmètre, si j'arrive à lire une tension, là on l'appelle la force électromotrice, lorsqu'il est uniquement seul aux bornes d'un voltmètre, là c'est un dipôle actif. Si le voltmètre n'affiche aucune tension, ça veut dire que le dipôle il est passif. Les dipôles passifs, vous l'avez étudié l'année dernière, il y en a ceux qui sont linéaires et ceux qui sont non linéaires. Linéaire, c'est-à-dire la caractéristique de ces dipôles est une droite. Et nous avons là, cette année, vu deux types de dipôles passifs. Le conducteur ohmique et un récepteur comme le moteur électrique ou un voltamètre ou un électrolyseur. Les deux, comme tu viens de dire, sont des récepteurs d'une façon générale, c'est-à-dire ils reçoivent de l'énergie électrique. Il y en a, toutes les dipôles, généralement, dissipent une partie de cette énergie sous forme de chaleur, qu'on appelle effet Joule, que ce soit un récepteur général ou un récepteur que nous avons choisi actif, c'est-à-dire un moteur électrique ou un électrolyseur ou un voltamètre. Le même nom, c'est pour les deux. Je ne l'ai pas ici, je l'ai mis au laboratoire. Donc, tous les deux sont des dipôles linéaires. Pour un conducteur ohmique, il suit la loi d'Ohm, U est égal à RI. Et les caractéristiques d'un récepteur actif, c'est une droite qui ne passe pas par l'origine, et la tension aux bornes de ce CUAB est égale à E' plus R'I. E' et R', ce sont les éléments caractéristiques de ce dipôle. La force contre-électromotrice, et R, c'est la résistance interne. Un dipôle actif comme le générateur, il dispose de deux éléments, la force électromotrice et la résistance interne. Pourquoi on dit une force contre-électromotrice? On va le voir l'année prochaine, Inch'Allah, ce qu'on appelle le principe, c'est le principe de modération universelle. Un voltamètre ou un électrolyseur, à l'intérieur de il y a un mélange réactionnel, et cette réaction, pour qu'elle se produise, il faut lui assurer un minimum d'énergie. Et par la suite, il ne peut fonctionner qu'à partir d'une tension donnée, qu'on appelle la tension de seuil. C'est pour cela, lorsqu'on trace, généralement, on se trouve ici. Mais en réalité, c'est une caractéristique qui est idéalisée. En réalité, c'est de cette façon-là. D'accord? Mais généralement, on prend la partie idéale, c'est-à-dire de cette façon-là. De là à là, de point de vue ce que se produit à l'intérieur de cet électrolyseur, ça nécessite, même aussi pour un moteur, pour qu'il tourne, il faut un minimum, un seuil ou une tension qui permet de faire donner une rotation à l'intérieur de cet appareil. D'accord? C'est pas comme un conducteur ohmique, à n'importe quelle tension, il y a un courant électrique. Donc c'est pour cela qu'on appelle une force contre-électromotrice. Il y a une résistance à entrer au mouvement ou une résistance de système chimique à entrer en réaction chimique. Il ne peut se produire qu'à partir d'une tension donnée. D'accord? Qui est la force contre-électromotrice.
Donc là, avant d'arriver à ce comportement et comment cette énergie reçue par un dipôle, nous avons passé par les caractéristiques et les nominations des dipôles et ainsi de suite. Donc, on est arrivé à dire que tout dipôle, il échange ou il consomme une énergie qui est la tension entre ces bornes fois I fois delta de T. Et à partir de là, on peut l'appliquer à n'importe quel dipôle, un conducteur ohmique, un récepteur actif et un générateur. On ne sait pas en quel niveau on s'est arrêté. On a un récepteur actif. Oui, nous avons donné... là, c'est un conducteur ohmique. Donc on passe à un conducteur, le titre c'était en chiffre romain. Oh. Non, non, ah bon. Distribution de l'énergie électrique. Oui, juste en haut. De 2 au niveau d'un récepteur actif. Et, oui, et cette courbe-là que tu as juste en bas, non, non. Ce n'est pas la caractéristique d'un conducteur, d'un récepteur actif. Celle-là, ce n'est pas la courbe que nous avons fait. Celle-là. Okay. Tu vois? Je l'ai vue de loin. C'est celle que je viens de tracer. Ah, c'est un noté bien. Allez, cette base. Est-ce que la dernière courbe que nous avons faite, elle est semblable à celle-ci? Ça, c'est un récepteur actif. C'est pas à partir de 0. D'accord? Tu essaies de... Donc, pour le bilan, nous avons donné l'énergie convertie, c'est l'énergie utile, tout. Bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce code. D'accord. Donc, c'était 2,2. Oui, maintenant 2,3. On passe à un générateur. Distribution de l'énergie de générateur. 2,3. C'est la deuxième fois que j'utilise une pile comme de la craie avec vos camarades de l'autre classe. Et maintenant, ça, il a les dimensions. Peut-être si j'utiliserais des stylos à feutre, j'aurais pas ce problème-là parce qu'ils n'ont pas les mêmes dimensions. Donc 2,5, 2,3, 2,3, distribution. Distribution de l'énergie. Distribution de au niveau d'un générateur. Vous l'avez étudié l'année dernière, caractéristiques d'un générateur. Comment peut-on déterminer la caractéristique d'un générateur? La CP, la CN. On utilise un voltmètre aux bornes. On va revenir dans les exercices à ce que vous avez étudié l'année dernière. Et là, un ampèremètre. Et juste ici, c'est quoi ça?
un rhéostat. Il y a un curseur qu'on peut. Donc là, on varie l'intensité de courant électrique et on lit la tension. Là, c'est un rhéostat. Et de là, on commence par 2, 3, 1, caractéristique 2, 3, 1. D'un générateur. La UPN et la I. Là, c'est E. Là, c'est, je l'ai mis en trait comme ça. C'est déconseillé d'arriver à ce point-là. On l'appelle ICC. C'est quoi ICC? C'est l'intensité de courant électrique lorsqu'on relaie les deux bornes par un fil conducteur, c'est-à-dire court-circuité. أو بالعربية ننجز دارة قصيرة. هي الحاجه اللي كيجيو شي واحد في الدار كيجيب واحد السلك وكيدخلو في البريز. هذيك هي الدارة القصيرة. Il finira par faire fonctionner le disjoncteur qui va couper le courant sur toute la maison. Donc c'est une intensité qui est très grande, qui est dangereuse, et il faut l'éviter. Donc de la UPN est égal à, donc j'ai dit, voici le générateur, là c'est P, là c'est N, et il y a le courant électrique I, et aussi c'est UPN. Pour un générateur, le sens de courant et le sens de la tension, même sens ici, on écrira que UPN est égal à E moins F fois I. E, c'est la force électromotrice. R, c'est la résistance interne. Et vous voyez ce ICC est égal à E. Quelle est l'expression du ICC? Les coordonnées de ce point. Les coordonnées de ce point-là, UPN combien? 0. C'est-à-dire ça est égal à 0, est égal à E sur R. C'est ça l'intensité de courant, de court-circuit. Je rappelle très bien, chaque fois que j'arrive à parler de ce ICC, je me rappelle un événement qui était triste, d'un mécanicien qui était prêt, ça fait des années et des années. Il y avait un problème pour le démarrage de la voiture. Il m'a dit, là, il y a une discussion entre un théoricien, un prof de physique, et un mécanicien. Tous les deux, soit moi, soit lui, croient qu'il dispose de la bonne, qui est plus maîtrisante de ces données. Alors il a proposé de mettre une clamonette sur les deux bornes et vérifier c'est pour inciter, entre guillemets, la batterie à fonctionner. Je lui ai dit, c'est un travail qui est dangereux. C'est pas la peine de le faire. Ah non, non, je l'ai fait maintes fois, c'est pas un problème. J'avais l'habitude de faire ce travail-là. Et juste un moment, il se produit une flagration. La batterie a été
détruite. Et les débris, il a causé des blessures dans sa main. Et plus que 3, il était juste en face de moi, la maison, il est en face. Plus que 3 jours, elle a des problèmes parce qu'il y avait une détonation. Il m'a dit c'est la première fois, j'ai dit c'est la première fois que j'ai parlé d'un tel danger et je le vois devant moi, dans une batterie, elle a été détruite. J'étais obligé d'acheter une autre. D'abord, ce n'était pas le problème de la batterie, puisqu'elle a dégagé une énergie qui était énorme. Voilà, ce ICC, toujours lorsque je parle de ICC, j'ai cette petite scène qui est devant moi. Essayez d'éviter dans une voiture, surtout si la batterie fonctionne bien. Mais dans certains cas, après un certain temps, il ne débite pas une grande intensité de courant électrique et par la suite, on n'aura pas ce problème. D'accord? Donc, voici un conducteur, un dipôle qui est passif et vous voyez que l'intensité qui délivre au circuit décroît avec la tension décroît avec l'intensité électrique. Et une petite remarque, on le verra l'année prochaine, Inch'Allah, on parle d'un générateur idéal de tension. Un générateur idéal de tension, vous voyez qu'il y a une relation mathématique entre la tension délivrée par le générateur et l'intensité de courant. Si je varie l'intensité, la tension varie inversement. Donc, de la même façon, donc il existe des types de générateurs qu'on appelle générateur idéal de tension. Dans ce cas-là, il délivre une tension E qui est constante et peu importe l'intensité de courant qui délivre dans le circuit. D'accord? Et en contrepartie, on parlera d'un générateur idéal de courant. C'est un générateur qui débite une intensité qui est constante, quelle que soit la tension qui donne au circuit. Je donne 1 volt comme tension et I, c'est toujours par exemple 60 microampères. Je donne 2 volts et c'est toujours I est égal à 60 milliampères. D'accord? Donc vous mettez une petite remarque. Vous en aurez besoin de cette remarque l'année prochaine. Il existe des générateurs. Il existe des générateurs idiots, c'est le pluriel de idéal, 2 points, à la ligne premier tiré, générateur idéal de tension, générateur idéal de tension. Là c'est U, c'est L, et là c'est E. Généralement, ce générateur idéal, il ne peut pas donner une tension qui est constante, quel que soit le temps. Mais généralement, après un certain temps, c'est là, la tension T est constante, et là c'est le temps. Et généralement, on parle d'une tension, un échelon de tension. Là, je vais utiliser la même couleur. Là, c'est un échelon de tension. C'est-à-dire, on passe de UPN est égal à 0 à UPN est égal à E. Là, c'était inférieur à T0 et là, c'était supérieur à T0. D'accord? Un échelon de tension. Ascendante. بالعربية رتبة توتر صاعدة. بحال واحد الدرجة.
un échelon de tension ascendante. Et là, on peut parler d'une tension d'échelon, un échelon de tension descendante. On passe de E à 0. On aura besoin l'année prochaine, Inch'Allah. Deuxième tiré, un générateur, oui, on n'a pas complété, c'est-à-dire la tension, quelle que soit. Ici, UPN est égal à E, quel que soit I, quel que soit I. Deuxième tiré, générateur idéal de courant. Générateur idéal de courant. Là, son symbole, voilà le symbole de ce générateur. Là, c'est E, et là, c'est I. Le symbole de ce générateur-là, idéal de tension. Deuxième tiré, générateur idéal de courant. Générateur idéal de courant. C'est un générateur qui débite. C'est un générateur qui débite. C'est un générateur qui débite un courant électrique. C'est un générateur qui débite un courant électrique d'intensité constante. D'intensité constante, quelle que soit la tension entre ces bornes. C'est-à-dire, on peut varier la tension sans que l'intensité se modifie. Et le schéma de ce générateur-là, là, c'est I0. Et là, c'est E. D'accord? E peut être varié. I est égal à une constante. I0 est égal à une constante, quel que soit E. Donc, on passe à 2, 3, 2, bilan énergétique. 2, 3, 2, bilan énergétique. Donc, un générateur, si vous voulez, il met en disposition de circuit une tension UPN. Donc, UPN est égal à E moins RI. Nous savons que l'énergie W
AB est égal à AB fois I fois delta de T. C'est l'énergie échangée. Dans ce cas-là, UPN, c'est une tension qui est mise à la disposition du circuit, c'est-à-dire il est fourni. Donc un générateur fournit au circuit une tension UPN. Donc en appliquant la définition de l'énergie fournie, on aura UPN fois I fois delta de T qui est égal à E fois I fois delta de T moins R fois I au carré fois delta de T. Donc, voici l'énergie, si vous voulez, reçue par le circuit. Et de là, on va essayer de la rendre sous forme d'un bilan, c'est-à-dire la plus grande valeur d'un côté et les autres de l'autre côté. On aura E fois I fois delta de T est égal à UPN fois I fois delta de T plus RI au carré fois delta de T. Et de là, on peut lire ce bilan-là, que le générateur disposant la plus grande tension qu'il a, c'est E, c'est la force électromotrice. Donc, il dispose d'une énergie totale E fois I fois delta de T. Une partie, il est cédée au circuit UPN fois I fois delta de T. Une partie RI carré fois delta de T, c'est quoi? C'est de l'énergie qui est perdue dans le générateur lui-même. Il a une résistance interne et par la suite, une partie il est consommée à l'intérieur du générateur. Lorsque vous mettez vos mains sur des générateurs, vous voyez qu'il est un peu chaud. Voici un générateur. Et là, vous voyez ce dispositif ici. C'est celui qui permet de faire évacuer l'énergie qui se produit à l'intérieur par effet Joule. Et vous voyez là, ces plaques en aluminium, c'est elles, plus la surface avec l'air est grande, plus l'énergie elle est facilement dissipée au milieu extérieur avec l'air. Cette énergie-là, elle peut endommager l'appareil. Et par la suite, toujours, on utilise ce type de... ce que vous voyez dans le derrière de réfrigérateur. C'est la même chose, c'est l'énergie qui est évacuée dans la cuisine afin de refaire ce cycle que nous avons déjà traité. D'accord? Donc, on essaie d'écrire ceci, on va le compléter par une phrase. C'est UPN fois I, c'est l'énergie disponible au bornes. Là, c'est énergie fournie au circuit. Là, perdue se forme de chaleur dans le générateur. Là, c'est l'énergie électrique totale. Total dont dispose le générateur.
Vous pouvez mettre le bilan au lieu de l'énergie par une puissance. Il suffit de diviser par delta de T et avoir E fois I est égal à UPN fois I moins A plus R fois I au carré. Là, c'est la puissance totale est égale à la puissance mise en disposition de circuit plus la puissance de joule. De 3, le rendement. 2, 3, 3. Le rendement. On le note nu comme ça. Peut-être on le note comme ρ. Ça dépend. Quelle est cette phrase? Je l'ai mis juste au-dessous. Quelle est cette phrase d'abord? Tu te rappelles de quoi on parlait? J'ai dit on peut traduire cette équation par une phrase. C'est-à-dire, si tu veux, l'énergie électrique totale dont dispose le générateur, une partie elle est fournie au circuit et une autre elle est perdue à l'intérieur du générateur sous forme de chaleur. Voilà, c'est... Essayez c'est pour cela que j'ai des cours que je les fais seul dans la période de Corona. Jamais un cours il est actif dans lequel je suis actif comme un cours avec les élèves. Seul, jamais, même la façon avec laquelle je parle, elle est différente. Je fais une comparaison, je trouve vraiment que les cours avec des élèves sont meilleurs que celles qui se font en huis clos, c'est-à-dire sans élèves. Parfois des profs qui font des cours comme ça en écrivant où il n'y a personne. Je me demande comment ils font pour être motivés dans ces leçons-là. Donc, le rendement. On parle de rendement lorsqu'il y a de l'énergie échangée. Un élément ou un appareil reçoit de l'énergie et fait un travail donné. Dans ce type de rendement, on ne parlera pas de rendement d'un conducteur ohmique. Il reçoit de l'énergie électrique et lui donne sous forme en totalité en chaleur, en énergie thermique, et par la suite on ne parlera pas de rendement d'un conducteur ohmique et on parlera uniquement dans le cas d'un générateur. Et lorsqu'on parle d'un générateur, on peut parler d'une pile. Évidemment, si vous essayez de chercher les piles que vous achetez, on vous donne une seule donnée. D'abord, le type, là c'est AA, 3A, et on vous donne uniquement E, 1,5. Jamais on vous donne ce R. À votre avis, pourquoi? Pourquoi un constructeur des piles ne donnera jamais la résistance interne? On va voir, ça entre dans le rendement. Vous voyez, si je vous donne deux piles de même force électromotrice,
Et une, il y a R10, et une, il y a R1, un ohm. Laquelle vous allez acheter? 10. Si tu mets là, combien de l'énergie tu auras? Je reviens ici. Combien de l'énergie tu vas récupérer de cette pile? Ils ont même, supposons qu'ils ont même intensité. E fois I fois delta de T, généralement, elle est la même pour les deux. Mais là, moins I carré fois, et l'autre moins 10 fois. C'est-à-dire, on aura moins d'énergie à récupérer que l'autre. Donc, si je vous donne R, et si on nous oblige à donner la résistance interne, on peut dire que certaines piles ne seront plus achetées. Du fait que, on va voir, il va entrer dans le rendement. Plus R est grand, plus de l'énergie elle est perdue sans aucun récupération, c'est-à-dire on ne le récupère plus, et par la suite, on ne peut pas l'acheter. Donc, une phrase s'il vous plaît. Lorsqu'on parle d'un appareil, lorsqu'on parle d'un appareil qui dispose d'une énergie totale, et qui fournit de l'énergie à un circuit électrique, au circuit, ou tout simplement d'un appareil qui reçoit de l'énergie électrique, et convertit cette énergie en énergie, qu'est-ce que vous allez utiliser juste après, et convertit cette énergie en énergie. J'ai dit on écarte le conducteur O, mais qu'est-ce qu'il reste? Les récepteurs actifs. Et lorsqu'on parle des récepteurs actifs, oui, on l'a appelé déjà. Oui, de l'énergie utile. Convertie en énergie utile. On parle du rendement. De cet appareil. On va commencer par un récepteur. Le récepteur. Ce rendement, d'après le principe de rendement, est égal à quoi? D'abord, nous disposons de quoi? Donc, il y a de l'énergie consommée et de l'énergie convertie. L'énergie convertie sur... Donc là, on aura W, AB. Et là, on aura W utile. Et pour avoir A, il faut que la totalité de l'énergie reçue doit être convertie. Mais généralement, dans un conducteur qui est dans un récepteur réel, jamais on aura ces deux grandeurs sont égales. Donc elle sera CE' fois I fois delta de T, CUAB. Peut-être la sonnette. On s'arrêtera ici. C'est... Non,
Oui, c'est ce que ce que j'écrivais juste avant. C'est E' fois I fois delta de P sur UAB fois I fois delta de P. Et par la suite, ce rendement nu est égal à E' sur UAB est égal à E' sur E' plus R prime fois I. Le jeudi, Inch'Allah, on fera pour le générateur et d'ici là, vous aurez cette série d'exercices qu'on va traiter. On va essayer de faire des exercices que nous avons déjà, vous avez déjà vu en tronc commun, mais un peu plus, on trouvera des choses plus, oui, voilà. Merci.